Ils ne m'ont pas convoqué à une réunion, ils n'ont posé aucune question, ils m'ont simplement effacé. Dès son tout premier jour, le nouveau PDG a décidé que j'étais remplaçable, sans savoir que j'étais la seule personne légalement autorisée à signer la fusion internationale qui maintenait l'entreprise en vie. Je n'ai pas protesté, je n'ai pas discuté, je suis juste partie pour rejoindre le concurrent qu'il n'avait jamais vu venir. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas du sabotage, c'était du silence, de la précision et le lent effondrement de tout ce qu'il croyait maîtriser. Si vous avez déjà été écarté sans qu'on vous voie vraiment, abonnez-vous et partagez votre histoire en commentaire. Il ne savait pas ce qui manquait, seulement que quelque chose n'allait pas. Les réunions semblaient plus lourdes, les réponses arrivaient plus lentement. L'équipe juridique hésitait avant de parler, relisait les emails 2 fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Sur le papier, tout paraissait intact, les systèmes fonctionnaient, le contrat de fusion était techniquement en circulation. Le nouveau PDG arpentait les couloirs avec une assurance étudiée, lançant des expressions comme « stratégie d'alignement » ou « initiative de remise à zéro ». Mais sous la surface, quelque chose de discret et corrosif avait déjà commencé. Ce n'était pas encore de la panique, pas encore, c'était de la confusion, celle qui bourdonne sous les néons et plane entre les regards échangés dans les salles de réunion. Une désagrégation subtile, un faux pas ici, un retard là. Personne ne prononçait mon nom, non pas parce qu'il l'avait oublié, mais parce qu'il ne voulait pas admettre ce que cela signifierait d'avoir besoin de moi à nouveau. Les remarques juridiques du côté allemand revenaient avec des inquiétudes floues sur le ton. Le service conformité demandait des précisions qu'il n'avait jamais exigées auparavant. La fusion, autrefois qualifiée d'imminente, était désormais décrite comme en cours d'évolution. Les chiffres ne bougeaient pas, les titres ne changeaient pas. Mais à l'intérieur de l'entreprise, le silence avait pris une forme, et elle avait mes contours. J'étais devenue l'absence qui perturbait tout. Et pourtant, je n'avais pas dit un mot, ni au conseil, ni à la presse, ni à ceux qui avaient tenté de faire passer mon départ pour un effort de modernisation. Ils pouvaient remplir ma chaise, certes, mais ils ne pouvaient pas remplacer ce qu'ils n'avaient jamais compris. Et je n'avais même pas encore commencé. C'est ici que tout commence vraiment. L'email est arrivé à 9h06. Objet, note de réorganisation. Il ne m'était pas adressé, mais ce n'était pas nécessaire. Le PDF joint ne faisait que 4 diapositives. Branding neutre, aucune signature, juste des puces et des phrases à impact. Des mots comme rationalisation du leadership, élimination des redondances et supervision consolidée. Personne n'a mentionné mon nom, mais j'étais dans chaque phrase. À 9h17, mon accès au portail interne était déjà révoqué. Mon badge fonctionnait encore, mais les outils que j'avais créés, disparus. Lorsque je suis arrivée à la salle de conférence vitrée pour poser une question, la nouvelle directrice adjointe a évité mon regard. « Ils sont avec Carter », m'a-t-elle dit avant d'ajouter « ce n'est pas personnel ». J'ai failli rire. Bien sûr que c'était personnel, juste pas pour moi. Pour eux, c'était une question d'ego, de contrôle, du besoin de faire table rase sans comprendre les fondations qu'ils effaçaient. Le nouveau PDG, Carter Maddox, ne m'a pas reçu. Il ne m'a même pas serré la main. Il n'a pas demandé ce que je faisais, ce que je gérais, ce que je protégeais. Il a pris une seule décision dès son premier jour en poste. Supprimer les rôles hérités. J'étais sur cette liste, mêlée aux coordinateurs redondants et aux analystes superposés. Mais je n'étais pas redondante, j'étais le plan. J'avais rédigé le modèle d'intégration original qui permettait à nos systèmes de communiquer avec le back-end réglementaire de la firme allemande. Ce n'était pas inscrit sur un organigramme.
Ce n'était pas un point dans le système RH. C'était enfoui dans les workflows, dans la manière dont les décisions étaient acheminées, dans la façon dont les délais s'adaptaient entre les frontières. Mais Carter n'a pas pris la peine de poser de questions. Il a parcouru un résumé exécutif rédigé par quelqu'un d'autre et a appuyé sur la gâchette. Jordana Nellett, mon ancienne superviseure, m'a croisée dans le couloir à ma sortie de l'ascenseur. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux, s'est contentée de me tendre une enveloppe pliée et de chuchoter. Je n'étais pas d'accord avec ça. J'ai hoché la tête une fois. Je n'avais pas besoin de sa défense. Je n'avais pas besoin de la confusion du conseil. Ce dont j'avais besoin, c'était de clarté. Et elle n'est pas venue de ce qu'ils ont dit, mais de ce qu'ils n'ont pas dit. Personne ne m'a demandé de rester. Personne n'a essayé de m'arrêter. Pas une seule personne n'a remis en question la logique d'éliminer la seule personne ayant l'autorisation directe de communication avec le comité fédéral allemand de la concurrence. Ce matin-là, je suis passé devant le bureau de Carter sans frapper, devant les RH, devant le hall où la réceptionniste m'a souri, poliment, sans savoir que je n'étais plus sur la fiche de paie. Je n'ai pas pris les certificats encadrés sur mon mur. Je n'ai pas laissé de message d'adieu. J'ai simplement rangé la clé USB que je gardais dans mon tiroir, une copie personnelle de mon cahier des charges d'intégration original. Et je suis parti, pas par protestation, par précision. Ils ne m'avaient pas renvoyé. Ils avaient laissé place à quelque chose de bien plus dangereux. Moi, sans plus rien à prouver. Je ne suis pas revenu, j'ai pris une autre direction. 3 semaines après ma disparition de l'organigramme, j'ai reçu un message de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans. Il s'appelait Rafik Delgado, et la dernière fois que nous avions été dans la même pièce, il présentait un projet concurrent au mien pour le même contrat de fusion. Son équipe avait perdu, non pas parce que leurs idées étaient mauvaises, mais parce que leur présentation manquait de finesse et que notre modèle d'alignement juridique était plus abouti. Ce dont je me souvenais surtout, c'est qu'il était resté après la réunion et avait posé une question que personne d'autre n'avait osé formuler. Comment avez-vous réussi à rendre la couche juridictionnelle aussi humaine ? Je n'y avais pas répondu à l'époque, mais je n'ai jamais oublié la façon dont il l'avait demandé. Aujourd'hui, son message était bref. J'ai entendu ce qui s'est passé. Si tu n'es pas encore engagé ailleurs, j'ai quelque chose que tu devrais voir. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste présenté. Le bureau où il travaillait maintenant n'était pas un grand open space en verre. C'était un ancien entrepôt reconverti en espace collaboratif de l'autre côté de la rivière, sans réceptionniste, avec des tuyaux apparents et une lumière trop vive. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis des mois. De la curiosité. Pas de politique, pas de faux semblants, juste une équipe en train de construire quelque chose de réel. L'entreprise s'appelait Nordrich, un acteur plus modeste dans le domaine de la conformité des données transfrontalières. Il n'essayait pas d'écraser les géants, il cherchait à les surpasser par l'intelligence. Et la proposition de Rafik n'était pas un poste, c'était une invitation. On reconstruit notre couche d'intégration depuis zéro, m'a-t-il dit. Pas de code hérité, pas de modèles empruntés. Si tu veux en faire partie, ce sera à toi. Aucun cadre au-dessus de l'épaule, juste de la clarté. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas négocié, j'ai juste hoché la tête. Ce n'était pas de la revanche. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était quelque chose de plus froid, de plus tranchant, du pouvoir d'agir. Il m'avait évincé sans comprendre ce que j'avais bâti. Maintenant, j'allais recommencer, mais dans un endroit où l'on écoute vraiment. J'ai commencé le lundi suivant. Pas d'annonce, pas de diaporama d'intégration, juste un dépôt vierge, un tableau blanc vide et cette impression discrète que j'étais enfin exactement là où je devais être.
Ce n'était pas un retour, c'était une redirection, et je savais déjà exactement où cela allait me mener. Je n'ai rien emporté de mon ancien poste, ni dossier, ni document, même pas un modèle. Je n'en avais pas besoin. Ce que j'avais construit auparavant reposait sur des compromis, de la diplomatie, cette lutte constante entre des services qui ne parlaient pas la même langue. Mais chez Nordrich, j'étais la langue. Je n'étais pas là pour maintenir la paix entre la tech et le juridique, ni pour traduire des profils de risque en puces digestes pour le conseil d'administration. J'étais là pour architecturer la clarté depuis la base, et je l'ai fait. Silencieusement, systématiquement. La première chose que j'ai conçue, je l'ai appelée le verrou de dérive. Ce n'était pas un logiciel, c'était un modèle de processus. Un système qui garantissait que toute modification de formulation, de ton ou de définition de données à travers les juridictions déclencherait une révision de protocole. Plus d'hypothèses, plus de changements enfouis. Chaque mot signifierait exactement ce qu'il devait signifier dans chaque langue qu'il traversait. Il m'a fallu 3 semaines pour le construire, une de plus pour le tester, et pas une ligne ne ressemblait à ce que j'avais créé dans mon ancien poste. L'ancien système avait été conçu pour être élégant dans des conditions idéales. Le mien était fait pour survivre au pire scénario. Nordrich ne comprenait pas tout de suite ce qu'ils avaient entre les mains. Ils voyaient des résultats rapides, moins de remarques juridiques, des boucles de retour plus rapides, des validations plus propres de la part des régulateurs. Mais ils ne saisissaient pas encore la pression pour laquelle je concevais. Je savais que le contrat à 180 millions de dollars n'était pas encore signé. Je savais qu'il y avait des retards que le public n'avait pas encore découverts. Les régulateurs allemands avaient demandé des clarifications mises à jour sur la conformité. Cela signifiait que l'accord était vulnérable. Et personne dans mon ancienne entreprise ne pourrait répondre à ces questions sans se référer à l'architecture d'origine, celle que j'avais écrite, celle qu'ils avaient effacée. J'observais de loin pendant que les fissures s'élargissaient. Mes anciens collègues publiaient des communiqués sur l'agilité et la transformation. Mais l'agilité sans fondation n'est que du chaos sous une meilleure image de marque. Pendant ce temps, Nordrich commençait à décrocher des contrats que nous n'étions pas censés remporter. D'abord de petits, programme pilote, transition B, 2B, examen à court terme. À chaque fois, j'adaptais le système, j'apprenais quelque chose. Je renforçais un angle mort que je savais invisible aux grandes entreprises parce que j'avais été celle qui les colmatait en silence. Chaque victoire était un nouveau nœud dans le réseau que j'assemblais discrètement sous leurs pieds. Un système non seulement de conformité, mais de confiance. Il ne s'agissait pas d'imiter ce qui fonctionnait auparavant. Il s'agissait de résoudre les problèmes que personne n'avait encore identifiés sous l'ancien modèle. Et à chaque correction, chaque clarification, chaque poignée de main transfrontalière qui ne déclenchait aucun délai réglementaire, je le sentais. La machine prenait vie. Je n'avais pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Pas besoin de tendre la main. Il suffisait de continuer à construire jusqu'au jour où ils comprendraient que les règles du jeu avaient changé et que la personne qui les avait écrites ne siégeait plus à leur table. L'invitation est arrivée un jeudi, officielle, gaufrée et bien trop polie pour ce qu'elle signifiait vraiment. Le contrat de 180 millions de dollars avait été rouvert, pas publiquement, bien sûr, mais via une demande discrète émanant du référent réglementaire à Munich. Réévaluation de la confiance en matière de conformité, disait-il. Traduction, quelqu'un avait gravement failli. Je savais exactement ce qui avait déclenché ça. La clause que j'avais intégrée autrefois,
si profondément imbriquée dans les protocoles de risque culturels qu'elle tenait pratiquement toute la structure juridique, avait été réécrite, ou plus précisément, effacée. Ils n'avaient pas simplement modifié la formulation, ils avaient supprimé la nuance. Ils avaient remplacé la maîtrise linguistique par du formatage. Et les Allemands l'avaient remarqué. Ils le remarquent toujours. Nordrich faisait partie des 3 entreprises invitées à refaire une proposition. Nous n'étions même pas sur le radar lors du premier appel d'offres, mais maintenant, nous étions l'outsider. La réunion devait se dérouler dans un lieu neutre, un forum privé de révision à Washington, loin des salles de conseil, loin de la presse. Juste les décideurs, la documentation et 30 minutes de présentation par équipe. Quand je suis entrée dans la pièce, je ne me suis pas installée devant. J'ai pris une chaise 2 rangs plus loin, derrière Rafik et notre juriste principal, que nous avions préparé pendant 2 semaines. Pas de badge, pas d'annonce, mais j'ai vu l'éclair de reconnaissance de l'autre côté de la salle quand Jordan, mon ancienne supérieure, m'a repéré. Elle a murmuré quelque chose à Carter Maddox, qui s'est retourné, a scanné la salle, puis a regardé au-delà de moi, comme s'il ne reconnaissait pas le problème qui se formait juste sous ses yeux. Ils ont présenté en premier. Carter a commencé avec assurance, voix fluide, posture droite. Les visuels étaient percutants. Les mots à la mode ne manquaient pas. Supervision rationalisée, revue de parité automatisée, autorisation recentralisée. Ça sonnait bien, jusqu'à ce que le représentant de Munich l'interrompe. Pouvez-vous clarifier le modèle source du schéma d'héritage juridictionnel ? Carter a cligné des yeux. Il a regardé Jordan. Elle n'a pas répondu, pas plus que l'équipe juridique, parce que la personne qui avait conçu ce schéma n'était plus là. Puis, ce fut notre tour. Nordrich n'avait pas de diapositive. Rafik a parlé simplement, sans jargon, juste avec précision. Lorsqu'on nous a interrogés sur l'héritage juridictionnel, nous ne nous sommes pas contentés d'expliquer. Nous avons démontré comment nous l'avions fait évoluer. Nous avons montré comment la logique de risque se traduisait selon les régions, comment les formulations culturelles influençaient la tolérance juridique, comment notre moteur d'harmonisation des clauses réduisait l'ambiguïté par conception et non par simple politique. La salle n'a pas éclaté. Personne n'a poussé d'exclamation. Mais quelque chose a changé. Je l'ai senti dans la façon dont le délégué allemand a cessé de prendre des notes pour simplement écouter. Quand ce fut terminé, ils n'ont pas demandé qui avait conçu notre système. Ils n'en avaient pas besoin. Le langage leur suffisait. L'équilibre du ton, de l'intention, des significations intégrées, tout pointait vers quelqu'un qui avait déjà été là et qui savait exactement où chaque faille se cachait. Cet après-midi-là, j'ai entendu Carter dans le hall au téléphone avec quelqu'un. Sa voix était basse, pressée. Il faut rétablir le contact avec la personne qui avait géré l'intégration initiale de notre côté. Les Allemands posent des questions sur une clause de continuité qui n'a pas été signalée en revue. Mais elle avait été signalée. Ils ne savaient même juste pas comment la lire. Et maintenant, la seule personne qui savait le faire était assise à 10 mètres de là, sans badge, sans titre et sans la moindre raison d'aider. Ils s'attendaient à un PowerPoint. J'ai apporté un plan de guerre et ils ne l'ont jamais vu venir. Le premier email est arrivé ce soir-là. Objet, petit suivi rapide. Ce n'était ni rapide ni subtil. Derrière les formules polies et la vague stratégie se cachait un appel silencieux. Voulais-je bien consulter sur certaines structures héritées qui avaient ressurgi de manière inattendue? Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, une demande de connexion LinkedIn m'est parvenue, envoyée par un conseiller principal, dont je me souvenais à peine, suivie d'un message privé
de Jordan. Aucune pression, juste savoir si tu serais ouverte à un rapide échange. Off the record. Je ne l'ai même pas ouvert. Ils ne me contactaient pas parce que je leur manquais. Ils me contactaient parce que le bâtiment que je soutenais autrefois commençait à pencher et qu'ils ne savaient plus où se trouvaient les poutres. Le troisième message était une boîte vocale, de Carter lui-même. Son ton sonnait faux, trop détendu, trop tardif. « Salut Ava, je sais qu'on n'a pas eu l'occasion de vraiment se parler pendant la transition. Certains sujets d'intégration sont remontés, ils semblent liés à ton ancien travail, et je pense qu'il y aurait une vraie opportunité de collaborer à nouveau. » Je n'ai pas écouté la suite, j'ai simplement appuyé sur supprimer. Ce n'était pas de l'amertume, c'était de l'architecture. On m'avait écarté, non pas parce que j'avais échoué, mais parce que j'étais invisible aux yeux de gens qui ne comprenaient que ce qu'ils pouvaient mesurer. Et maintenant, ils tentaient de retracer des lignes qu'ils avaient eux-mêmes effacées, sans savoir à quoi elles étaient là connectées. J'ai mis mon profil LinkedIn en privé, archivé tous les messages, fermé la boîte mail que j'utilisais pendant la fusion et redirigé tout le trafic vers un répondeur silencieux. Je ne leur devais aucune réponse, car lorsque la structure se fissure et qu'ils se retournent enfin, cherchant celle qui tenait tout ensemble, la pire réponse qu'ils puissent obtenir, c'est aucune. Chez Nordrich, personne ne m'a demandé d'où je venais. Ce qui comptait, c'était où je voulais les emmener. En 6 mois, nous avons décroché 3 clients internationaux qui nous avaient auparavant rejetés sans ménagement. Pas parce que nos prix avaient changé, mais parce que notre processus, enfin, avait du sens. Notre langage ne se contentait pas de passer les vérifications de conformité. Il inspirait la confiance. Je ne courais pas après les gros titres, je ne faisais aucune annonce. Mais à l'intérieur de chaque contrat signé, de chaque intégration fluide, de chaque validation reçue sans délai, mes empreintes étaient là, subtiles, précises, indispensables. Pendant ce temps, l'entreprise que j'avais quittée commençait à apparaître dans les murmures de l'industrie. Des mots comme désalignement, supervision fracturée et régression post-fusion s'immisçaient dans leur réputation. Je n'ai rien divulgué. Je n'ai saboté aucun fichier. Ils se sont brisés eux-mêmes en tentant de bâtir un système sans comprendre son architecture. C'était ça, le vrai retournement. Ils pensaient que m'évincer était un acte d'efficacité. Mais ils ne m'ont pas vraiment évincé. Ils ont simplement supprimé l'accès à la seule personne capable de traduire la complexité en clarté. Et au moment où ils s'en sont rendus compte, j'avais déjà construit quelque chose de meilleur, dans un endroit où ils ne pourraient jamais l'atteindre. Il m'arrive encore de passer devant leur immeuble, pas par nostalgie, juste pour voir les lumières encore allumées, les silhouettes encore en mouvement à l'intérieur d'une structure que j'ai autrefois soutenue. Il n'y a aucune satisfaction à les voir s'éteindre, juste de la distance. Car je ne les ai pas détruits. J'ai simplement veillé à ce qu'ils puissent voir jusqu'où j'étais monté sans eux. La croissance n'était pas ma vengeance, c'était mon arme, et je ne l'ai pas utilisée pour punir. Je m'en suis servi pour construire un monde où je n'aurais plus jamais besoin de demander la permission d'exister. Dans un monde qui célèbre souvent la voix la plus bruyante dans la pièce, cette histoire nous rappelle que le silence peut être la réponse la plus puissante de toutes. Ava n'était pas vindicative. Elle n'a pas crié, ni protesté, ni créé de scandale. Elle est simplement partie, stratégiquement, avec élégance, et a laissé les fissures apparaître d'elles-mêmes. Son absence a accompli ce qu'aucune confrontation n'aurait pu, forcer un système puissant à prendre conscience de la valeur qu'il avait jetée. La vraie leçon, ici, ne concerne pas uniquement la vengeance. Elle parle de comprendre sa propre valeur si profondément qu'on ne ressent plus jamais le besoin de la justifier auprès de ceux qui n'ont même pas pris la peine de regarder.
Cette histoire est aussi une mise en garde sur le leadership. Les vrais leaders ne brandissent pas la hache dès le premier jour. Ils écoutent, ils observent, ils apprennent l'architecture avant de décider quoi démanteler. La chute du nouveau PDG n'est pas venue de sa nouveauté, mais de son arrogance. Et dans sa hâte à laisser son empreinte, il a effacé la seule personne qui avait bâti le chemin à suivre. Cela arrive dans la vraie vie bien plus souvent qu'on ne l'admet. Les bonnes personnes sont écartées, les experts silencieux sont mis de côté, et des systèmes entiers s'effondrent parce que personne n'a pensé à demander. Qui sait vraiment comment tout cela fonctionne? Pour tous ceux qui regardent, voici ce qu'il faut retenir. Votre valeur n'est pas toujours visible aux yeux de ceux qui sont aux commandes, et ce n'est pas votre faute. Mais votre pouvoir réside dans ce que vous emportez avec vous, même lorsque vous partez. Vous n'avez pas besoin d'exploser pour laisser une empreinte. Parfois, partir avec votre savoir, votre dignité et votre silence intact est le couteau le plus affûté que vous puissiez porter. Comment commencer? Dès aujourd'hui. 1. Identifiez où votre travail invisible existe et documentez-le pour vous-même. 2. N'attendez pas la reconnaissance pour valider votre valeur. Créez une archive personnelle de ce que vous avez accompli. 3. Entourez-vous de personnes qui écoutent vraiment, pas seulement de celles qui portent un titre. 4. Protégez vos limites intellectuelles et émotionnelles. Sachez reconnaître le moment où il faut partir. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été effacé en silence ou sous-estimé, partagez votre expérience en commentaire, abonnez-vous pour d'autres récits comme celui-ci et envoyez ce message à quelqu'un qui a besoin de se rappeler. On n'a pas besoin d'être bruyant pour être puissant.